À la une, Moustapha Diakhaté à la barre du tribunal des flagrants délits, procès ce matin pour répondre des délits d'insultes commises par le biais d'un système informatique, manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique, entre autres des charges que l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a totalement rejetées. Université Assane Seck de Ziguinchor, le campus se vide de ses occupants au lendemain de la décision du conseil académique de fermer le temple du savoir après les heures de ces derniers jours. Les étudiants très en colère contre la décision ont perturbé les cours ce matin dans plusieurs écoles de la commune. Le SAES sur la fermeture de Assane Seck dénonce une décision impopulaire. La journée nationale des Dara, 3e édition cette année, cérémonie au stade Dakar Arena de Diamniadio sous la présidence du chef de l'État en direct Abdou Diouf Diagne. Commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Série de reportages jusqu'au 1er décembre prochain. Pour ce premier numéro, nous irons au lycée de Thiaroye où les élèves ont produit un documentaire pour rappeler ces moments sombres de l'histoire du Sénégal. Le grand journal à suivre, les actualités internationales de sport et la revue de la presse. Point de vue, le débat sur la situation dans les prisons au Sénégal prétexte la mort d'un détenu à la MAC de Mbour suite à une bagarre avec son co-détenu. Aliou Ba est à la technique. Direction le tribunal de Dakar. Nafissatou Sila, bonjour. Bonjour Barthélémy. Depuis ce matin, vous suivez donc le procès de Moustapha Diakhaté devant la barre du tribunal des flagrants délits. Où est-ce que vous en êtes? En effet, le procès se tient à l'instant au tribunal des flagrants délits de Dakar. Moustapha Diakhaté est devant le juge Barthélémy et assisté par ses avocats, Maître El Hadj Diouf et Maître Amadou Sall. Moustapha Diakhaté est poursuivi pour insulte à une communauté, des accusations qu'il réfute et rejette foncièrement. Aujourd'hui, le tribunal s'exprimait à la fois en français et en wolof. Effectivement, Barthélémy, c'est parce qu'il fallait trouver un sens aux propos de Moustapha Diakhaté, c'est-à-dire képp ku votel Pastef danga alku. Le tribunal s'est longuement attardé d'ailleurs sur cette définition des propos de Moustapha Diakhaté. Le tribunal, en l'occurrence les juges et le procureur, affirment qu'il s'agit de propos qui renvoient à la malédiction, à la damnation, mais selon le prévenu, ces propos n'ont aucun caractère injurieux. Autre propos relevé, Barthélémy, c'est gars l'audace de terre, et sur cette expression, le président du tribunal soutient que cela renvoie à la perception de demeurer. Alors il conclut que Moustapha Diakhaté aurait soutenu qu'il prenait les 54% des votants qui ont élu cette 15e législature pour demeurer, mais l'accusé a aussi tout réfuté. Il a soulevé le problème de perception lui-même, Moustapha Diakhaté, et dans l'interrogatoire de ses avocats, ces derniers ont fait ressortir les propos du candidat Ousmane Sonko lors de cette campagne législative, et que lui est libre, alors que selon Moustapha Diakhaté et ses conseils, Ousmane Sonko a tenu des propos plus durs que les siens. Il soutient aussi qu'il est juste victime d'une épuration politique. Barthélémy, aussi retenue Moustapha Diakhaté, aujourd'hui n'a pas l'air de traiter le temps devant le tribunal. Dans ses réponses, il a été clair et il est venu aussi serein et avec plein d'assurance. Barthélémy. Merci beaucoup Nafissatou Sila en direct du tribunal des flagrants délits de Dakar. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. Le procès donc de Moustapha Diakhaté, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, poursuivi pour entre autres délits. Insultes commises par le biais d'un système informatique, manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique, entre autres. Le décès de Moustapha Ba, le double meurtre survenu au Technopole, c'était au mois d'août dernier, ou encore le scandale présumé de l'ONAS. Où en est-on? Les choses semblent ne pas bouger pour le moment et les personnes concernées veulent que la lumière soit faite sur ces affaires. Famadion revient sur ces dossiers judiciaires qui ont tenu en haleine tout le Sénégal. Après les mois, son décès avait suscité des suspicions. Le 4 novembre, le Sénégal apprend le décès de son ancien ministre des Finances, Moustapha Ba. S'en suivra alors des interrogations sur le comment il est décédé. Puis une enquête judiciaire est ouverte, sa veuve entendue par la division des investigations criminelles. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle est parmi les premières personnes à avoir vu le corps de son mari en France. Après cela, plus rien.
Avant cette affaire dite Mustapha Ba, il y a eu une autre affaire qui avait défrayé la chronique. Il s'agit de celle dite Abdelaziz Ba, alias Aziz Dabala. Au mois d'août dernier, son corps et celui de son colocataire ont été découverts dans son appartement. Ça ne suivi des arrestations, puis du jour au lendemain, une présumée complice est libérée. Une libération dénoncée par la famille de l'artiste qui continue de réclamer justice. Les dossiers judiciaires sans suite pour le moment, c'est également le dossier ONAS. Le premier directeur général nommé sous Diomaye à l'ONAS puis limogé, le docteur Cherdien, avait accusé le ministre Cheikh Tidiane Dièye d'avoir détourné une procédure pour attribuer des marchés d'assainissement de gré à gré aux sociétés Delta et Vigas. Après les auditions de Cherdien puis de Thierno Alassane Sall, plus rien. L'enquête est au point mort. Le scandale présumé de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, justement avec la plateforme Naïler qui dénonce ce qu'elle qualifie de dilatoire dans le dossier. Elle continue de réclamer justice dans cette affaire, de même que celle relative à l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Le coordonnateur de Naïler interpelle les nouvelles autorités pour l'instauration d'une commission bonne gouvernance lors de la 15e législature. Babacar Mbaye Ngaraf, que nous écoutons. Moi, je suis extrêmement déçu de l'attitude des autorités parce que nous estimons que le projet qui a porté le PASTEF à la tête de ce pays comporte au cœur de ses préoccupations une bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que cette bonne gouvernance est agressée plus que jamais. Nous ne comprenons pas le silence de nos autorités sur ces scandales à zéro on a. Les rares fois qu'elles se sont exprimées, c'est pour prendre fait de cause pour les mises en cause. Aujourd'hui, c'est un citoyen sénégalais appelé DG Cherdien qui apporte des accusations très graves sur un compatriote sénégalais, ministre de tutelle à l'époque. Et nous pensons que cette affaire, on a offert une belle opportunité au président de la République pour mettre en œuvre, donner une âme et un corps au slogan pour que cette affaire ne soit pas simplement une simple rengaine, une simple chanson, mais une devise, une doctrine qui gouverne et commande toutes nos actions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pire encore, c'est le premier ministre d'un parti qui monte au créneau pour constituer un tribunal populaire qui préside lui-même des décisions délibérées sans avoir entendu toutes les parties. Et nous pensons que c'est déplorable, mais il n'est pas encore tard pour corriger. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel encore une fois au président de la République et au premier ministre qui, à notre avis, ont été abusés de bonne foi. Et à entendre le ministre porte-parole du gouvernement à l'occasion d'un plateau, il était invité. On se rend compte nettement le président de la République, le premier ministre et son gouvernement ont été abusés. Et nous attendons de cette nouvelle assemblée nationale la mise en place d'une commission de la bonne gouvernance, si elle n'existe pas. D'autant plus que une commission qui permettra également aux citoyens de pouvoir la saisir et maintenant charge à elle de saisir l'Assemblée nationale à tout fait utile. Parce que nous commençons comme à en avoir marre avec ces scandales présumés ou réels. Le coordonnateur de la plateforme Naïler, Babacar Mbaye Ngaraf, midi 8. Vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Lamine Ba, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Notre correspondant à Ziguinchor, le campus justement de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui se vide petit à petit au lendemain de la décision du conseil académique de fermer ce temple du savoir. Oui, Barthélémy, c'est une atmosphère de tristesse et de désolation qui prévaut en ce moment à l'université Assane Seck de Ziguinchor, où les étudiants regroupés par petit nombre font sortir progressivement leurs bagages qu'ils mettent ensuite sur des motos tricycles ou autres taxis pour quitter les lieux, bien sûr, avant l'expiration du deadline fixé par le CROUS, à savoir le vendredi à 18h. Les décisions prises hier respectivement par le conseil académique et le CROUS, naturellement, ne passent pas ici chez les étudiants. Ils dénoncent des décisions autoritaires qui auront des conséquences fâcheuses au plan pédagogique et social. Certains sont dans le désarroi car n'ayant pas un parent ou un proche où se loger en attendant le dénouement de la crise, alors que d'autres m'ont confié tout simplement qu'ils n'ont pas les ressources pour se payer même pour le billet afin de rentrer quelquefois dans des localités très loin. On nous a signalé ce matin que des étudiants non contents des décisions de fermeture du campus pédagogique et social sont allés déloger certaines écoles. C'est le cas par exemple au lycée d'Ignabo où le proviseur nous a confirmé que les élèves ont été sortis par un groupe d'étudiants. Du côté de la coordination des étudiants, pas de déclaration ce matin, Barthélémy, pour l'instant, en tout cas pour indiquer la nouvelle posture qu'ils comptent observer face aux décisions du conseil académique. Une position est attendue dans les prochaines heures, nous ont soufflé des étudiants proches de ce cadre de discussion. Autre entité s'est prononcée ce matin, il s'agit de l'intersyndicale des travailleurs du CROUS. Ils ont déploré la situation et invité les autorités à saisir le mal à la racine en augmentant le budget 2025 du CROUS, en l'élevant de manière conséquente pour la prise en charge de toutes ces difficultés. Lamine Ba, merci. Les étudiants que vous avez justement à qui vous avez justement donné la parole sont dans une totale amertume.
déçus par la décision du conseil académique qu'ils jugent radicale. Écoutez. On a vu le communiqué du rectorat, donc nous sommes tous désastreux et ça nous fait mal de rentrer ainsi parce qu'on est en fin de licence et il y a des gens qui sont là pour espérer vraiment terminer leur semestre. Mais malheureusement, on a vu la nouvelle, donc les étudiants sont chamboulés et j'espère que bientôt, Inch'Allah, les problèmes seront réglés, Inch'Allah, dans le plus bref délai. Je m'appelle Gore Gueye, étudiant en licence 3 informatique. Bon, on a pris la nouvelle avec un cœur meurtri quand même, vraiment, parce qu'on pensait qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités, on aura des solutions à l'université. Vous voyez nos chantiers. Ils sont là depuis 2015. Ça laisse supposer que nous vivons dans des situations très compliquées. Et notre restaurant aussi, il y a plus de 2 semaines, nous mangeons qu'un seul plat. Cela veut dire qu'il n'y a pas de variété de plats. Et vraiment, ça c'est grave aussi parce qu'on mange du foie et ça peut amener des répercussions dans notre situation. Je vais entrer à Diaguignan parce que je ne peux pas rester ici en train de galérer actuellement. Voilà. Comme le recteur a décidé de fermer le campus social et le campus pédagogique, aussi le campus social aussi. Je ne peux pas rester ici en train de galérer. Et puis notez que le collectif des amicales de l'amicale des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celui de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont tous manifesté leur soutien à l'endroit de leurs camarades de l'université Assane Seck de Ziguinchor. À travers donc des communiqués, ils ont dénoncé les actes de violence survenus à l'université Assane Seck. Oumou Kalsoumdi. L'amicale des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès s'indigne contre les violences perpétrées sur les étudiants de l'université de Ziguinchor. Adama Sow, le président, compte agir de façon paisible pour une issue heureuse de la situation. On a tous vu des vidéos d'une voiture remplie de policiers avait l'intention de foncer sur un étudiant. Alors on pourrait assister durant cette scène à une mort éventuelle d'un autre camarade étudiant et ça augmenterait de plus en plus les tâches. Donc pour moi, il faudrait que l'on respecte d'abord les foyers de tâches. Alors nous, en tant que structure des étudiants, on a écrit une note allant dans le sens de témoigner de notre solidarité et notre soutien à l'endroit de nos étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc on agira de manière paisible, on agira pour régler les problèmes à l'amiable en privilégiant le dialogue, la discussion pour essayer donc de trouver une solution ou bien une issue heureuse. Serigne Gakou Aïdara, membre du collectif des amicales de l'UCAD, lui déplore la fermeture du campus de l'université de Ziguinchor et la dissolution des amicales. Il estime qu'il faut d'abord privilégier le dialogue en vue d'apaiser les tensions. La dissolution d'une amicale, c'est une situation assez extrême. La fermeture d'une université en est une autre. Et nous, en tant que structure étudiantine responsable, nous représentants d'étudiants de l'UCAD, pour avoir vécu la fermeture de notre université pendant 9 mois, nous savons ce que cela peut représenter. Nous savons surtout ce que cela peut représenter de ne pas être tenu par ses pairs dans ces situations-là. Et nous, ce n'est pas la position que nous adopterons. La position que nous adopterons, c'est d'être solidaires avec nos camarades avec qui nous entendons pour voir l'évolution de la situation. Et nous, à notre niveau également, nous n'hésiterons pas à employer tous les moyens qui seront à notre position. Mais nous pensons qu'actuellement, ce qu'il faut privilégier, c'est surtout le dialogue et essayer de revenir à la raison. Parce que cette situation-là ne peut pas perdurer. On ne peut pas accepter qu'une amicale existe dans une université. Ce n'est pas possible. Donc nous interpellons directement la tutelle. Parce que nous pensons que ce qui se passe même n'est pas de la volonté des nouvelles autorités qui nous ont multiple fois dit qu'ils veulent pacifier l'espace universitaire. Ces étudiants invitent toutefois les nouvelles autorités à prendre à bras le corps les difficultés dans les universités et surtout régler le problème de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le SAES, justement, contre la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce une décision impopulaire et unilatérale et exige la réouverture de l'institution, mais aussi sa sécurisation plutôt. Là-dessus, le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye, il était l'invité d'RFM Matin ce jeudi. Une décision qui est regrettable, mais nous condamnons déjà la violence à l'université Assane Seck de Ziguinchor, donc notamment les saccages et les violences envers les personnes, surtout les enseignants, et il faudrait que des mesures fermes soient prises. Pour la fermeture, pour moi, c'est une solution de facilité. Le SAES est contre la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor. N'importe quelle université, on est contre la fermeture, on l'a dit pour les cas. Et voici les conséquences pour les cas. Tout le monde voit ces conséquences-là. Donc pour Ziguinchor, nous sommes contre et nous demandons à ce qu'on sécurise l'université, qu'on la réouvre pour que les apprentissages puissent reprendre. Le SAES est contre la fermeture de l'université de Ziguinchor.
Ziguinchor. Il faudrait que l'État respecte ses promesses de finition des chantiers qui sont entamés depuis 2015 et qui ne sont pas livrés. Et qu'on sécurise et en fait qu'on reprenne les anciens. On ne peut pas se permettre de payer le luxe de fermer les unités. On a un retard d'1 an sur le monde entier. Donc ce n'est pas acceptable pour un pays qui se respecte. C'est la énième fois qu'on a fermé l'UCAD, on a fermé l'UGB, on a fermé Ziguinchor. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Ziguinchor. Aujourd'hui, vous avez l'université du Sine Saloum à Fatick, c'est fermé parce que les locaux sont vides depuis 2 mois. Ils n'ont pas fait cours. Donc c'est extrêmement grave. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons 2 universités qui sont fermées. Pourquoi? Parce que bien sûr, pour Fatick, les bâtiments sont vétustes, mais pour Ziguinchor, avec les événements que vous connaissez. Maintenant, le SAES quand même, nous dégageons nos responsabilités. Parce que quand même, on ne pourra pas dire après, éventuellement, s'il y a quoi que ça, en tout cas sur la vendée de l'année, le SAES dégage ses responsabilités. Donc je pense quand même, il nous faudrait revenir à la raison. C'est une solution de facilité, simpliste pour un vrai problème. Il ne faudrait pas qu'on regarde les conséquences, il faut qu'on revienne aux causes. Et les causes, c'est quoi? C'est le non-recrutement d'enseignants, mais la non-livraison des chantiers, des budgets insuffisants. Il faudrait quand même qu'on soit sérieux et qu'on puisse résoudre ces questions-là de façon définitive. En dehors justement des budgets et du recrutement du personnel, l'achèvement des chantiers est l'autre grand problème des universités sénégalaises, tel que dit tout à l'heure par le secrétaire général du SAES. Plusieurs chantiers ont été lancés à Dakar, Bambey, Kaolack, Ziguinchor pour la construction de pavillons, de restaurants universitaires ou encore d'amphithéâtres. Mais ils sont tous à l'arrêt depuis plusieurs mois. Anna Rocha nous dresse le tableau. C'est un problème commun à presque toutes les universités publiques sénégalaises, celui des chantiers inachevés. Le constat avait été fait par le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même à la fin de sa tournée des universités, juste après sa prise de fonction. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Abdourahmane Diouf avait déclaré que de nombreux chantiers sont achevés à 80% et prêts à être réceptionnés pour, dit-il, pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pourtant, depuis 5 ans, 6 pavillons sont en construction au sein du campus social. La cité Claudel elle-même est un chantier et les travaux du nouveau restaurant qui doit faire 4500 places, lancé il y a 2 ans, sont toujours au stade de fondation. L'université Alioune Diop de Bambey, déjà très en retard en matière d'infrastructure, attend aussi la livraison de pavillons, de restaurants et d'amphithéâtres. Les travaux ont démarré il y a plus de 10 ans. En visite en mai 2024, le ministre Abdourahmane Diouf avait là-bas aussi promis que certains chantiers allaient être finalisés, je cite, assez rapidement, mais que d'autres devaient faire l'objet d'études afin d'apporter la réponse idoine. Anna Rocha, merci. Midi 18 minutes après l'enseignement supérieur, nous nous intéressons à l'éducation religieuse. La journée nationale des Dara, 3e édition cette année, cérémonie à l'instant même au stade Dakar Arena de Diamniadio sous la présidence du chef de l'État. Abdou Diouf Diagne avec nous. Bonjour Abdou. Bonjour Barthélémy. Depuis ce matin, vous suivez cette cérémonie pour marquer la journée nationale des Dara. Voilà, comme vous dites, lors des éditions passées, le gouvernement avait pris 14 mesures qui se sont réalisées aujourd'hui selon le directeur des Dara. L'institutionnalisation de cette journée qui se tient présentement à Dakar Arena en présence du chef de l'État en fait partie. L'objectif est d'échanger avec les acteurs sur la problématique liée à l'accompagnement des Dara, de partager de nouvelles orientations des autorités et prendre des mesures adéquates pour favoriser le développement et l'intégration des Dara dans le système éducatif. Le directeur des Dara a révélé que la cartographie des Dara va débuter ce 15 décembre. Le cabinet en charge des travaux a été choisi suite à un appel à candidature. Le représentant des associations islamiques exige un plan Marshall pour les Dara avec un financement opérationnel sur 3 ans. Un problème de moyens se pose selon Imam Makhtar Kébé. Des conventions de partenariat seront aussi signées entre les Dara et certains ministères. On peut citer des ministères comme la formation professionnelle, l'agriculture et l'élevage et celui de l'intérieur et de la sécurité publique. En prélude à cette journée, un panel a été organisé. Et dans les conclusions, Barthélémy, les panélistes exigent de l'État la tenue des assises nationales des Dara. Les activités liées à cette 3e édition de la Journée nationale des Dara se poursuivent avec des allocutions des acteurs ponctuées par des prestations des pensionnaires des Dara venus des 14 régions du Sénégal. Barthélémy. Début du plaidoyer en faveur donc des Dara. Abdou Diouf Diagne, merci. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Le temps d'aller à Medina Baye. Là-bas, les maîtres coraniques ont saisi l'occasion pour dire tout haut leurs préoccupations. Manque de logement, conditions de vie précaires des enfants talibés, entre autres. Les Serigne Dara de Medina Baye interpellent les autorités surtout sur la question ayant trait à la régulation de leur secteur. Conditions sine qua non, ont-ils dit, pour le bien-être des enfants talibés. Fatou Mbow.
Environ une vingtaine de talibés sont assis sur des nattes, apprenant le Coran. Le lieu délabré est jonché de bagages éparpillés ici et là. Nous sommes dans le dara de Serigne Tidiane Gueye. Un emplacement adéquat reste la principale préoccupation de ce dernier qui réclame ainsi une meilleure prise en charge des besoins de son école coranique. Il y a énormément de difficultés, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le logement. Nous voulons vraiment avoir un bon endroit dédié uniquement à nos talibés. L'attente est également immense chez Mansour Touré, un autre maître coranique situé à quelques encablures. Selon lui, les conditions d'apprentissage des talibés ne sont pas favorables, mais il garde espoir. Nous avons des problèmes liés à l'eau, des nattes, matelas, entre autres pour les talibés. Et nous avons espoir avec la rencontre entre les Serigne Dara et les autorités étatiques. Vraiment, nous prions que cela soit une réalité. Quant à Abdou John, un mieux-en, il estime que l'État doit concrétiser le retrait des enfants talibés des rues tout en offrant davantage d'accompagnement pour les soutenir. Le retrait des enfants talibés est une doléance, mais l'État doit accompagner les acteurs avec des denrées de première nécessité pour améliorer leurs conditions de vie. C'est ça qu'il faut faire. Un regain d'espoir se fait sentir chez certains Serigne Dara de Medina Baye avec ce grand rendez-vous dédié exclusivement au Dara ce 28 novembre. Ces religieux demandent une véritable valorisation du secteur. Fatoumbo Kaulak, Radio Futur Média. Un autre secteur, Fatoumbo, merci. Un autre secteur, celui de la santé. Le Front social en ébullition, syndicats et collectifs de professionnels qui réclament une application des accords déjà signés avec le gouvernement. Des observateurs se prononcent sur la question et jugent lent le rythme au ministère de la Santé. Il faut booster le domaine et le sortir de l'inertie dans laquelle elle baigne depuis des mois. Awambaï. Au ministère de la Santé et de l'Action sociale, rien ne bouge presque pas. Un immobilisme dans l'action et c'est cette situation qui est en partie responsable de la tension sociale dans le secteur de la santé. Selon le docteur Mohamedouli, en tant qu'observateur, il constate qu'il n'y a pas de nouvelles revendications. Les partenaires sociaux réclament juste l'application des accords déjà signés. Il faut dire que les Sénégalais en général ont beaucoup d'attentes vis-à-vis du nouveau régime et ils vont être exigeants. Mais au niveau de notre secteur, ce qui nous étonne, c'est qu'on observe un immobilisme assez troublant depuis donc le 24 mars. Ça, on n'a pas vu de rupture décisive au niveau du secteur pour le moment. Les syndicats souvent ne revendiquent pas de nouvelles choses, mais demandent simplement l'application d'anciennes revendications déjà acceptées par les précédentes autorités. Et pour apaiser le climat social, l'État doit veiller à trouver des réponses à ces questions déjà agitées par les syndicats et les collectifs, d'après Eugène Kali, le président de l'Association des journalistes en santé et en développement. L'État doit d'abord respecter les accords signés, respecter tous les engagements. L'État doit recruter certains travailleurs, les intégrer dans la fonction publique. L'État doit veiller au reclassement des travailleurs de la santé. L'État doit surtout renforcer le plateau technique. À mon avis, ce sont les problèmes que l'État doit régler pour que le climat social revienne à la normale. Sinon, si l'État continue comme ça, en fermant les yeux à certaines doléances et tout, dans les prochains jours, dans les prochains mois, ça va être très très compliqué pour le secteur de la santé. Instaurer un dialogue franc avec les partenaires sociaux et régler les urgences sans attendre, c'est ce que préconise le docteur Mohamed Li. S'il y a des urgences, il ne faut pas attendre, comme ce problème des internes et des étudiants en spécialisation, comme l'indemnité de logement pour les travailleurs de la santé. Et après maintenant, nouer un partenariat franc avec donc ces travailleurs. Au département de la santé, tout semble aller au ralenti et d'après beaucoup d'acteurs du secteur, le ministre de la Santé a du mal à imposer un style de management. Selon eux, c'est encore très timide dans un domaine où tout est urgence. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Le Libéria d'abord avec le décès de Prince Johnson. L'ex-chef de guerre est mort à l'âge de 75 ans. Selon les médias locaux, la cause de son décès n'a pas été confirmée. Ancien chef rebelle et ancien sénateur, Prince Johnson représentait le comté de Nimba, sa base électorale où il serait retourné mercredi avant d'y succomber. Il aurait notamment joué un rôle clé dans l'élection de l'actuel président Joseph
Joseph Boakai grâce à son influence à Nimba où le chef de l'État actuel a obtenu plus de 74% des suffrages. La disparition de Prince Johnson met fin à un héritage marqué par son rôle dans les guerres civiles et son influence politique. Au Mali, le général Assimi Goïta va-t-il se présenter aux prochaines élections? Aucune date n'est encore retenue, mais la question est de plus en plus agitée. D'ailleurs, la préparation des élections a été évoquée hier en Conseil des ministres. L'annonce a été faite lors du premier Conseil des ministres auquel participait le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et les membres du gouvernement remanié. Il n'y a pas encore de date officielle fixée. On ne connaît pas pour le moment l'ordre chronologique des scrutins que le chef de la zone souhaite transparent, apaisé et qui devrait mettre fin à la transition. Initialement, les militaires maliens, sous la pression internationale, s'étaient engagés à céder le pouvoir aux civils en mars 2024. Ils sont revenus sur cette promesse sans fixer de nouvelles échéances. Si cette fois-ci, ils tiennent promesse, l'actuel Premier ministre, qui détient également le portefeuille de l'administration territoriale, sera le pivot de l'organisation des élections. Le général Assimi Goïta, quant à lui, est pressenti comme probable candidat à une future présidentielle. Au Burkina Faso, l'observateur Palga convoqué ce jeudi devant le Conseil supérieur de la communication. La convocation fait suite à la publication d'un article polémique sur la promotion des généraux au Mali. Titre de l'article: des généraux comme si l'on pleuvait. Le président nigérian en France, Bola Tinubu, a entamé aujourd'hui à Paris une visite d'État de 2 jours, visite destinée à approfondir les relations économiques entre la France et son premier partenaire en Afrique subsaharienne. La sécurité régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest sera aussi évoquée par les deux hommes. Ouganda, glissement de terrain, plusieurs disparus. Des glissements dus à des pluies diluviennes dans l'est du pays. Des habitations sont également détruites. Le bureau du Premier ministre ougandais a émis hier une alerte catastrophe affirmant que, je cite, de fortes pluies ont engendré des situations critiques dans plusieurs régions du pays. Nous avons perdu environ 30 personnes. Les rapports indiquent que de nombreuses personnes sont encore portées disparues et que des habitations ont été détruites. Fin de citation. Il a précisé que 6 corps avaient été retrouvés, dont celui d'un bébé. Les glissements de terrain se sont produits dans le village de Massougou où, selon le bureau du Premier ministre, 20 ménages ont été déplacés. Dans la même région, 2 autres glissements ont détruit des fermes, une église et endommagé un pont. Par ailleurs, dans le nord-ouest du pays, la rivière Tanguy a débordé, provoquant un autre drame. Un membre d'une équipe de secours est décédé après le chavirement d'un bateau venu assister un taxibus coincé dans le cours d'eau, selon une déclaration publiée hier par le bureau du chef de l'armée. Les autorités continuent d'évaluer les dégâts et de coordonner les opérations de secours. En Ukraine, pour terminer, au moins 1 million de personnes privées de courant ce jeudi matin. Cela du fait d'une nouvelle attaque aérienne massive russe contre les infrastructures énergétiques du pays. Mardi, la Russie avait annoncé une réponse à 2 nouvelles frappes ukrainiennes réalisées grâce à l'aide de missiles américains contre son territoire les jours précédents. Merci beaucoup, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la situation dans les prisons au Sénégal. Le prétexte, la mort d'un détenu à la maison d'arrêt et de correction de Mbour suite à une bagarre avec son co-détenu. Pour en parler, nous serons tout à l'heure avec Cheikh Diop, agent de l'administration pénitentiaire à la retraite, et Denis Ndour, le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Du football d'abord, le coach des Aigles de la Médina qui quitte le banc. Il quitte le banc de l'équipe. Le coach Mame Cheikh Tidiane Diouf a rendu son tablier après la première sortie de l'équipe en compétition africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette décision soudaine qui a surpris plus d'un au niveau du staff et de l'encadrement de l'équipe de l'Aigle de la Médina? Sur le terme pour plus de détails.
c'est Omar Tidiane Diouf, ex-entraîneur des Aigles de la Médina. Oui, le désormais ex-entraîneur du club Les Aigles de la Médina. Une démission dont l'une des raisons est le résultat obtenu à la Ligue des champions féminines, CAF. Ça fait partie de ce qui m'a poussé à rendre ma démission parce que avant de partir, j'avais dit à Moudfal que si j'avais pas de résultats positifs, j'allais partir. Et l'autre raison, ce sont des problèmes familiaux. J'ai rendu ma démission et on s'est quitté à l'amiable et on a discuté. Compte tenu de mon temps, voilà, je pouvais plus gérer l'équipe. Le président du club lui souligne qu'il ne s'attendait pas à une telle décision de la part du technicien Cheikh Tidiane Ba. J'ai été très surpris par la démission de Pépito, d'autant plus que jusque-là, nous avons eu un compagnonnage de qualité. C'est un homme de très grande qualité, tant au plan professionnel qu'au plan humain, mais je considère qu'il a des raisons personnelles qui l'ont poussé à prendre cette décision. D'autant plus que lui-même l'a dit, nous nous sommes quittés à l'amiable. Son affection et son amour pour l'équipe et pour les jeunes filles qui la composent, et je suis sûr que même de très loin, il va nous accompagner. Maintenant, il reste à se projeter sur l'année à venir et l'entraîneur adjoint va prendre le relais pour le moment. Omar Cheikh Tidiane Diouf, en une année, dans ce club, a remporté le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de l'UFOA qualificative à la Ligue des champions féminines. Le football chez les hommes avec l'Europa League, quelques rencontres prévues cet après-midi qui concernent des Sénégalais. Galatasaray qui joue contre l'AZ Alkmaar, Karabakh qui joue contre Lyon de Niakate, Tottenham Matarsar contre AS Roma, Nice contre l'équipe des Glasgow Rangers. Handball, et c'est pour parler de la CAN féminine. La CAN féminine avec la deuxième journée qui se poursuit aujourd'hui dans l'après-midi. Le Sénégal qui défie l'équipe du Cap-Vert, sera à 15h. Une deuxième sortie attendue après la victoire des Lions hier devant le Kenya 39-9, alors que le Cap-Vert a été battu par l'Algérie 20-19. Toujours aujourd'hui, l'Ouganda défiera l'équipe de l'Angola. L'Égypte jouera contre l'équipe de l'Algérie. Powerlifting, c'est une discipline sportive bébé Modlo qui veut offrir au Sénégal une médaille mondiale. On parle de gros bras, de muscles et de force physique avec donc Samba Badiane alias Modulo. L'ancien lutteur parti en Italie depuis 3 ans est devenu un champion dans cette discipline. Courtisé par l'Italie pour défendre les couleurs italiennes à travers le monde, il souhaite défendre celle du Sénégal puisqu'étant sénégalais et fier de l'être, il invite les membres du CNOS et le ministre des Sports à l'aider pour faire les compétitions internationales. Nous l'avons joint ce matin. Quand je suis venu en Italie, je n'étais pas venu pour faire ce sport. Mais à mon arrivée, en fréquentant une salle de sport, c'est là-bas où le coach m'a vu et a détecté tout de suite mon talent dans le powerlifting. C'est comme ça qu'il m'a proposé de m'entraîner et d'intégrer leur équipe. Et depuis, j'ai pu remporter des compétitions et gagner des médailles et même rehausser le nom de la ville et de la salle. En 3 ans, j'ai pu gagner plusieurs médailles. J'ai même pu faire gagner à notre entraîneur le titre de meilleur entraîneur. Et ça, c'est un travail qui a été bien fait. Je lance un appel aux autorités du Sénégal. Je ne voudrais pas combattre sous la bannière italienne sur le plan international. Je suis sénégalais et je suis fier de l'être. Mon souhait, c'est de défendre les couleurs de mon pays avec le drapeau national dans les mains pour aller aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. Ici, on me propose cela, mais selon moi, avec les questions de racisme, vu que j'ai battu tous les champions italiens qui étaient ici, je ne préfère pas aller défendre leurs couleurs parce qu'à chaque fois que je vais en compétition, je suis hué et cela me fait mal. Donc je lance un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles m'aident à aller défendre les couleurs de mon pays sur l'international. Coupe Italie jël naa ko ñaata yoon, national jël naa ko ñaata yoon. Léegi nag ma bëgg su fekkee mun naa présenter sama dëkk ci sport bi lu mel ni sa olympique yi bu ñëwee man moo may gënal daal. La lutte sénégalaise qui mène à tout pour Samba Badiane alias Modlo, ça mène à l'haltérophilie avec les poussées couchées développées. Pour Reug Tapha Tine et compagnie, ça a mené au MMA et aux champions du monde. Comme quoi, le sport, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Absolument. Malal Diagne Junior, merci. RFM, reportage. Commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais, Thiaroye 44. 80e anniversaire cette année, RFM vous réserve une série de reportages jusqu'au jour J,
le 1er décembre prochain. Et pour ce premier numéro, nous nous rendons au lycée de Thiaroye. Et bien là-bas, les élèves ont produit des textes et vidéos documentés pour rappeler donc ces moments sombres de l'histoire. Ils en ont profité pour demander aux autorités de faire en sorte que l'histoire de Thiaroye 44 soit enseignée de façon plus détaillée dans les programmes scolaires. Salamata Ousmane Diallo, notre correspondante à Pikine, a fait un tour au lycée de Thiaroye et au camp militaire de Thiaroye. Dans le froid de décembre, à Thiaroye, ils étaient. Les tirailleurs sénégalais. 80 ans après, Penda Baldé, élève en classe de seconde et habitante du camp Thiaroye, elle dit avoir fait beaucoup de recherches pour écrire un poème sur l'histoire de Thiaroye 44. Ils revendiquaient leurs droits. Or, les Français, cause de racisme ou de discrimination, ils n'ont pas voulu leur donner leur dû. Quand j'ai demandé à mon père, il m'a donné ces renseignements. En plus de cela, au niveau du camp, il y a des lieux. Avec ces recherches, on a découvert que le massacre a eu lieu dans ce camp. Elle a produit une vidéo pour relater le massacre de la nuit du 30 au 1er décembre 1944. Cet élève au lycée de Thiaroye réclame un programme d'enseignement plus approfondi dans les écoles. On n'a que Thiaroye, on n'a que Sénégal, on n'a qu'Afrique. Ce qui nous intéresse le plus, au lieu de chercher ailleurs, avant de chercher ailleurs, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé dans notre pays d'abord, dans notre continent. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un programme élargi sur l'histoire de Thiaroye 44. Même son de cloche chez Barakama, qui lui a fait une œuvre d'art pour exprimer ses ressentis sur l'histoire de Thiaroye 44. C'est normal qu'on nous apprenne l'histoire de nos ancêtres comme des tirailleurs sénégalais, parce que nous apprenons des histoires des autres pays, des autres continents qui nous intéressent pas. C'est pourquoi on a inspiré pour faire cette œuvre d'art, pour donner un message. 80 ans après le massacre des tirailleurs sénégalais en 1944, élèves, professeurs et population de Thiaroye se souviennent encore de cette terrible histoire. Pour une première fois, la cérémonie officielle va être présidée par le chef de l'État. Les préparatifs seront déjà au rendez-vous au camp Thiaroye, où les militaires ont commencé déjà le décor avec les couleurs de la nation. Salamatou Ousmane Diallo, Thiaroye, Radio Futur Média. La tempête des balles et des mots. Série de reportages donc sur Thiaroye 44 jusqu'au 1er décembre prochain, jour de la célébration du 80e anniversaire. RFM, la presse du jour. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi, lecture commentaire Georges Déthié Diop. La crise à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Après la furie des étudiants, c'est l'autorité académique qui se radicalise. L'université est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas tout. Les amicales d'étudiants sont dissoutes. Les étudiants hébergés priés de quitter les chambres demain au plus tard. Ainsi, Wolf Quotidien affirme que l'État ferme l'université de Ziguinchor. L'info parle d'une solution radicale des autorités. Même titre quasiment à la une de Les Échos, selon qui le conseil académique opte pour la radicalité. Tribune de son côté indique que Sonko fait du maquis pour stopper les grèves dans le supérieur. La solution pourrait peut-être venir du chef de l'État. Le Soleil rapporte qu'en Conseil des ministres, le président a exigé des mesures urgentes afin d'assurer la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale dans les universités. Au-delà même. D'ailleurs, le quotidien rapporte qu'après la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor et les menaces de grève du SAES et d'autres syndicats du système éducatif et sanitaire, l'État essaie de trouver la meilleure formule pour calmer le front social qui commence à entrer en ébullition. Il veut des concertations avec les syndicats et les différents acteurs. Alors que des remous sont notés dans les universités, les Daras sont célébrés. Aujourd'hui, journée nationale des Daras. Prétexte pour l'AS de s'intéresser aux Daras et à ce que le confrère appelle la révolution des Nitu Dara dans la politique, les médias, le secteur privé et dans le monde universitaire. Selon l'AS, les Nitu Dara sont en train de bousculer la hiérarchie. En politique, Vox Populi informe que le Conseil constitutionnel a rendu définitifs les résultats des élections législatives anticipées. Ainsi, Sud Quotidien indique que l'Assemblée nationale est donc à l'écoute de Diomaye pour l'installation de la 15e législature. Un coup d'œil dans le journal Les Échos. Il est question de l'affaire Samuel Sarr poursuivi pour abus de biens sociaux à West African Energy. Samuel Sarr cherche, selon le journal, une solution pour éviter la prison. Son face-à-face avec le juge reporté aujourd'hui. Il souhaite que sa plainte pour faux
faux et usage de faux contre Moustapha Ndiaye soit diligenté. Le journal Source A relève que Samuel se radicalise. Si l'ancien ministre de l'Énergie a raté hier son face-à-face avec le magistrat instructeur du deuxième cabinet, c'est parce que ce dernier était retenu ailleurs par des affaires personnelles. La défense espère une libération sous contrôle judiciaire, d'autant que, dit-elle, il y a un deuxième audit qui dit exactement le contraire de celui effectué par le cabinet Mazars. Samuel Sarr a confié à ses proches qu'il préfère mourir en prison plutôt que de transiger, car se disant victime d'une tentative de putsch. Le journal Source A, qui s'intéresse également au cas Sakorissa, frangin de l'ancien ministre Doudouka, cité dans l'affaire Jérôme Bandiaki, présenté comme l'un des fournisseurs de Jérôme Bandiaki, Sakorika a déclaré aux enquêteurs que les armes trouvées chez lui et dont le permis a expiré appartiennent à son défunt père qui fut douanier. La maman du frangin de Doudouka est une richissime commerçante très connue à Westfort. À la une de l'Observateur, Vieux Aïdara, le retour en grâce d'un ancien fugitif. Sa condamnation par défaut à 10 ans de prison en 2015 pour complicité d'enrichissement illicite en question. Tout cela à lire à la page 2 de l'Observateur. Le journal Record, lui, met en lumière Aliou Cissé qui dément la rumeur Mauritanie. L'ancien coach des Lions confie à Record qu'il n'y a aucune négociation avec la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. Il ouvre la porte à Al-Ahli, aux Zamalek. À vos kiosques et bonne lecture. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 42 minutes. Point de vue, le débat sur la situation dans les prisons au Sénégal, le prétexte la mort d'un détenu à la maison d'arrêt de correction de Mbour suite à une bagarre avec son co-détenu. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va, merci, on rend grâce. Merci beaucoup. Vous êtes agent de l'administration pénitentiaire à la retraite. Notre deuxième intervenant, Denis Ndour. Monsieur Ndour, bonjour. Oui, bonjour, Barthélémy. Merci, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. D'abord, la parole à Cheikh Diop, agent de l'administration pénitentiaire à la retraite. Depuis belle lurette, on parle de la situation dans les prisons au Sénégal, les conditions de détention notamment. Vous étiez agent de l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous avez fait le même constat? Bon, enfin oui, pratiquement. Vous savez, au niveau des détentions, bon, on peut dire que la prison, bon, c'est une société en miniature. Tout ce qui se passe souvent au niveau de la société, ça peut se passer au niveau des prisons. Bon, effectivement, j'ai entendu qu'il y a un détenu, peut-être qui a mis à mort son co-détenu au niveau de la maison d'arrêt de correction de Mbour. Bon, enfin, ce sont des choses qui, bon, c'est très rare de le voir au niveau des établissements pénitentiaires. Mais on ne peut pas l'exclure quand même. On ne peut pas l'exclure, surtout que les prisons sont, vous l'avez dit, c'est la société en miniature. Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas lié un peu au surpeuplement des prisons? Bon, enfin, le surpeuplement des prisons ne doit pas avoir, par exemple, raison jusqu'à ce que, par exemple, mort s'ensuive d'un co-détenu. Quand même, sérieusement, puisque, vous savez, au niveau des détentions, bien vrai qu'il y a un surpeuplement, mais quand même les agents sont extrêmement braves et qui peuvent gérer souvent la situation. Alors, là, peut-être s'il y a eu quelque part une faille dans la surveillance des gardes pénitentiaires, c'est ça? Bon, enfin, je ne peux pas dire que peut-être il y a une faille au niveau de la surveillance, mais quand même, bon, il est bon souvent de rappeler, par exemple, étant chef de service, de rappeler à ses agents de veiller surtout à certains incidents qui peuvent se passer au niveau de la détention. Bon, tel que peut-être il y a certains détenus, ils sont tellement belliqueux que
pratiquement de la répartition dans les chambres, on doit tenir compte de cela. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diop. Denis Dour, vous, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains, vous avez longtemps alerté sur les conditions de détention, sur les longues détentions préventives, entre autres. Est-ce, selon vous, le moment de tabler sur toutes ces problématiques en vue de trouver une solution? Absolument, Bas. D'abord, nous regrettons ce qui s'est passé, mort d'homme. Quels que soient les motifs et les raisons, nous pensons que c'est regrettable, en tout cas, qu'on nous annonce une personne qui est décédée dans les lieux de détention. Mais je voulais juste dire tout simplement que la surpopulation carcérale quand même a un effet dans tout ce qui se passe dans les prisons. Pourquoi? Parce que pour un effectif global de 14 147 détenus, on a une capacité d'accueil de 4 924 détenus. Vous voyez la différence? C'est extrêmement grave. Pour un détenu qui a droit à 3,4 mètres carrés, on se retrouve avec un détenu qui se retrouve avec 1,18 mètres carrés. Et donc, tu vois, je veux même dire promiscuité, c'est-à-dire les conditions qui font que le détenu lui-même, il peut s'énerver vite, il peut se fâcher, il peut être tendu, c'est parce que c'est lié à ces conditions carcérales. Et donc, ça n'étonnerait pas que des gens puissent se battre parce que tout simplement, peut-être ils se partagent des espaces qui sont très réduits et qui fait que la personne à peine a de quoi s'étaler ou se coucher ou utiliser des toilettes. Et donc, tout de suite, c'est une frustration qui s'installe. Absolument, qui s'installe et qui fait que cette frustration peut amener des bagarres. Maintenant, la deuxième chose, c'est que l'administration pénitentiaire aussi doit veiller à ce que les détenus ne soient pas armés, qu'ils ne soient pas dans des conditions, ils peuvent avoir des choses qu'ils peuvent utiliser, qui peuvent blesser leur co-détenus. Ça, c'est du rôle de l'administration pénitentiaire. Mais encore une fois, moi, je pense que la promiscuité, le fait que la population carcérale est tellement énorme, moi, je pense qu'on doit revenir sur les réformes. Et dans ces réformes, il faut absolument qu'on respecte les normes standards. Et les normes standards, l'État du Sénégal les connaît très bien. Et donc, on a toujours dit qu'il faudrait que les conditions de détention ne soient pas pour l'individu des moyens d'être inhumains. C'est-à-dire la personne est là. Vous avez parlé de réforme, M. Ndour. On se souvient de ces assises de la justice récemment tenues sous l'avènement de Bassirou Diomaye Faye, justement avec des recommandations. Alors, certains pensent qu'il faut instaurer un juge des libertés pour essayer de désengorger les prisons. Absolument. Aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a 6795 détenus provisoires, ça pose problème. Et quand est-ce que ces 6 000 là seront devant le juge? Plus de 6 000 détenus qui attendent un procès. Qui attendent un procès sur un total de condamnés de 7 000. Vous voyez, c'est presque la moitié des 14 000 détenus. Vous voyez, ça pose énormément de problèmes. Et donc, ces gens-là qui sont là en train d'attendre, peut-être qu'un jour, on va leur dire vous n'avez rien fait. Et rien ne va se passer en termes. Et ça repose sur la table le débat lié aux longues détentions préventives. Détention provisoire, donc des détenus préventifs, je pense qu'on doit quand même respecter les normes pour pouvoir diligenter ces questions-là. Donc, de mon point de vue, il y a pas mal de voies pour faire cela. On avait parlé de surveillance électronique, mais c'est assez faible quand même. Quand on regarde le dispositif qui a été mis pour des surveillances électroniques, c'est quasi rien du tout. 233. Et parmi ces 233, on peut dire au moins il y a une centaine qui sont en résidence
sous résidence surveillée. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire par rapport à ces réformes. C'est juste nous conformer au fait que le détenu, il a sa dignité humaine à respecter, sur le plan sanitaire et sur le plan vie sociale, puisqu'il est là pour pouvoir être réinséré dans la société. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndour. Cheikh Diop, agent de l'administration pénitentiaire à la retraite, il y a aussi la question liée au mandat de dépôt systématique. On voit que déjà les prisons sont pleines, entre guillemets, et voilà, on continue de délivrer des mandats de dépôt. Là également, est-ce que ce n'est pas un problème à régler? Oui, effectivement. Bon, allez, vous voyez, nous, lorsqu'on était au niveau de l'administration pénitentiaire étant en activité, même chaque fois qu'on faisait des réunions avec soit le maître des poursuites, le procureur de la République, chaque fois nous déplorons cela. Quand même, il y a certains délits qui sont des délits mineurs. Alors, vous le veuillez ou pas, il y a des délits mineurs. J'espère très bien qu'avoir une peine alternative est mieux que de placer l'individu sous mandat de dépôt. Bon, tel que souvent, il y a certains délits qui, par exemple, fait des abus de confiance, des escroqueries, bon, peut-être même coups de blessure. Bon, vous faites une amende sur l'individu, vous placez systématiquement l'individu. Et pourtant même les maisons de justice peuvent servir de solution, pourquoi pas? Effectivement. Mais vous voyez, les maisons de justice, bon, pratiquement, ils ne sont pas si autonomes pour régler certaines situations. Vous voyez, mais je crois très bien que, bon, il peut y avoir une peine alternative. C'est prévu par la loi. La peine alternative, c'est le fait de demander, par exemple, l'individu qui vient, tu dois donner, par exemple, 100 000 à la place de la peine. Et j'espère qu'il y a certains, ils vont le faire. Aux États-Unis, ça existe. N'est-ce pas? Cause pour laquelle, vraiment, il est temps au niveau de du Sénégal, qu'on puisse faire ces peines alternatives. Ça peut vraiment aider à désengorger un peu les prisons. Aider à désengorger les prisons. D'accord. Merci beaucoup, M. Diop. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Je termine avec Denis Ndour en quelques mots sur la question des mandats de dépôt, justement. Oui, je pense que le juge de liberté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien entendu, bien avant cette réforme convoquée par le président Bassirou Diomaye, on l'avait déjà dit avec les assises nationales, avec la commission nationale de réforme des institutions, que le procureur ne doit pas être un homme tout puissant, un demi-dieu qui, à tout moment, voilà, juste met des gens en prison. Revoir les pouvoirs du procureur. Donc, c'est pour dire tout simplement que, en ayant un juge de liberté, comme vous savez, lui, il aura ces prérogatives-là de déterminer pour voir est-ce que l'individu, on peut le garder en attendant ou le laisser aller chez lui. Bon, on se connaît, on connaît nos adresses. Si on doit sortir de ces pays, il y a les voies et moyens pour faire de sorte que la personne ne puisse pas échapper. Mais quand même, ne pas systématiquement faire des mandats de dépôt, ça pose quand même un problème de droits humains. Merci beaucoup Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci également à Cheikh Diop, agent de l'administration pénitentiaire à la retraite. Merci à vous deux. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté dans 7 minutes par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Ba. Réalisation Eladji Ndiogou, il sera là dans moins de 7 minutes pour le 13h. Chef d'édition Awambaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.